Bienvenue dans ce premier épisode de Science Faction qui va porter sur une vidéo de Up and Atom, une célèbre youtubeuse, notamment vidéo des amateurs viennent de résoudre un problème mathématique vieux de 30 ans. Il vous sera présenté dans cette vidéo des machines de Turing, qui seront appelées des beavers, même des Buzzy Beavers, nom donné par un certain Tibor Rado, et qui a découvert ces petites machines de Turing spécifiques qui ont l'intérêt de rester occupées très longtemps, et c'est ça qui va l'intéresser, puisqu'apparemment avec ça, le type va pouvoir prouver ou non si les machines, les ordinateurs, peuvent ou pas tout faire. En fait, c'était un peu le débat du temps de Turing. Est-ce que les ordinateurs peuvent imiter un petit peu la conscience humaine? Maintenant, d'ailleurs, on a beaucoup évolué depuis des décennies. On se pose la question avec beaucoup plus de prudence, dans le sens où, même avec les IA et le machine learning, les questions de la conscience, les questions fondamentales de ce qu'est la conscience, sont toujours ouvertes. Je sais pas si vous avez entendu un petit peu parler des évolutions de la physique quantique par rapport à ça, enfin des applications, pas les évolutions, les applications. Les microtubules de Roger Penrose, etc., au fond du cerveau, bref, c'est compliqué en fait de statuer de qu'est-ce que la conscience et est-ce qu'un ordinateur peut l'imiter. Et il y a deux courants, il y a le courant qui pense que oui, et il y a le courant qui pense que non, et qui dit en gros c'est pas... Alors le courant qui pense que oui, c'est le computationnalisme, ou disons que la question de peut-on imiter la conscience et le computationnalisme, et donc les gens pensent ou non que c'est computationnaliste. Voilà. Est-ce qu'on peut faire de la conscience avec un ordinateur? Est-ce que ça peut tout calculer? Et même, plus loin, est-ce que l'univers lui-même est une sorte de machine, etc. Mais donc, je vais vous montrer d'abord un petit peu de visuel, la chaîne de Up and Atom. Alors j'espère que je vais pas me faire striker, parce que c'est problématique. Je suis pas trop aguerri en fait à l'exercice qui consiste à prendre des extraits vidéo dans des vidéos YouTube, et je sais que c'est très problématique. Même si on respecte la règle des 15 secondes, blablabla, en fait, au fond, la personne peut tout à fait demander à la suppression de votre vidéo parce qu'elle supporte pas l'idée que vous ayez pris du contenu, etc. Donc, Up and Atom, I hope if you see my videos that you won't strike me. Because I'm not trying to diminish your work or your image on internet, I'm just criticizing one thing in one of your videos. Thank you. I advance. Voilà, donc Up and Atom, je suis abonné. J'aime plutôt bien ce qu'elle fait. Je trouve qu'il y a des trucs très intéressants, très pointus, souvent bien argumentés, souvent bien présentés. Donc que de la bonne qualité. Je vais me mettre la scène, pas la scène, la source, face du clic. Hop, voilà. Donc, j'ai fait le découpage dans un fichier texte. Allons-y. Une 24, on y est, jusqu'à une 34, on a un passage. Elle présente Tibor Rado. Alors, juste pour que vous sachiez quel est le conflit, entre guillemets, il y a un moment donné, donc ça sera vers 6-7 minutes, il y aura des choses qui sont dites qui sont absolument incompréhensibles pour moi, mais pas parce que je n'ai pas la formation scientifique ou blablabla, ou que je ne comprends pas, mais bel et bien parce que structurellement, dans ce qui est dit, c'est incompréhensible. Et je tiens à montrer ça, c'est le but de ma série Science-Faction. C'est un petit peu de ridiculiser les scientifiques, mais gentiment, dans le sens où, regardez, vous pouvez vous aussi, en fait, dire des choses qui sont complètement what the fuck, est-ce que vous vous en rendez pas compte? D'où le smiley en bas, là. Et à un moment donné, faut se relire, quoi. Je sais que c'est dur, parce que même ça peut arriver à tout le monde, hein. Ça peut m'arriver à moi aussi, on dit des choses, et puis on est pris par ce qu'on dit, et on se rend pas compte que c'est normal. Et on a beau travailler ça pendant des années, et des fois on dit des choses, même avec toute l'expérience du monde, pour calculer pendant qu'on dit que ça peut être interprété de telle et telle manière, et que finalement c'est abscon, etc. C'est très dur, mais il y a un moment donné, il y a des choses que je trouve assez impardonnables, parce que même, je dirais, c'est pas des concepts compliqués qui nanana et qui, dans des discussions de pointe, effectivement, sont durs à vulgariser. C'est pas ça. Là, c'est carrément, depuis ton blanc, c'est incompréhensible. Vraiment. Donc, allez, on démarre.
On regarde ce passage d'une dizaine de secondes où elle présente Tibor Rado, parce que bah, je trouve que c'est quand même le minimum. Alors il y aura pas mal de passages avant 6 minutes, où malheureusement j'aurai pas des segments de 15 secondes, mais un peu plus. Allons-y. When most people were asking, what problems can a computer solve? A mathematician named Tibor Rado asked, what problems can't a computer solve? Voilà, alors c'est juste ça, le passage, c'est en gros, voilà, ce type-là, c'est ça qu'il veut faire. Il veut pas prouver qu'est-ce qu'elles peuvent faire, comment on peut imiter l'intelligence. Lui, il prend le problème à rebours. Si on veut vraiment, en quelque sorte, imiter l'intelligence, il faut qu'on arrive à trouver ce qu'elles n'arrivent pas à faire. C'est plutôt futé, je trouve, c'est pas mal. On a un deuxième passage de ligne 47. Hop. Et qui dure jusqu'à 2 minutes 22. Et là, on va voir ce qu'il y a ces fameuses machines de Turing et ce qui intéresse ce fameux Tibor Rado. What are the limits of computation? C'est ça, c'est la limite de la calculabilité, si on peut dire, en fait. C'est souvent une méthode qu'on utilise les scientifiques, hein, calculer le périmètre, quelles sont les limites de... On peut dire que c'est un peu un réflexe chez les scientifiques de fonctionner comme ça. Et personnellement, pendant la formation que j'ai eue en 2015 en informatique, on parlait aussi de périmètre, souvent. Il faut dresser le périmètre de fonctionnement de ton logiciel, ce à quoi il se limite, etc. C'est quelque chose qui est assez utile, on peut le dire, pour le coup, c'est une méthode. C'est un outil, c'est une méthode, c'est une façon de penser. At the time, the idea of what a computer could solve was well understood, thanks to Alan Turing. He thought up these simple theoretical devices called Turing machines that capture exactly what it means to compute something. Turing theorized that these simple kind of computers could perform any possible computation. They're the blueprint upon which all our modern digital computers are based, even the computer you're watching this video on. Rado did end up finding a problem that a computer can't solve. And to understand it, we need to know how Turing machines work. Donc en gros, les machines de Turing, bon, c'est pas vraiment déployé, mais en gros, on a l'idée, quoi. C'est des petits robots qui sont censés un petit peu exprimer ce que c'est que la calculabilité. Plutôt que de partir dans un truc ultra complexe, on découpe la chose. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans l'informatique, d'ailleurs, au sens large. Hein. C'est devenu vraiment très rapidement ça, en tout cas, dans ce qui est la recherche informatique pour essayer de faire avancer l'informatique. Pas dans les applications qui sont élaborées, etc., qu'on va avoir dans les micro-ordinateurs. Ordinateur personnel, mais je veux dire, dans l'informatique, voilà, de pointe, etc., quand on essaye de comprendre, de poser les bases théoriques, etc., on veut à un moment donné découper les choses en unités plus petites pour essayer de prouver quelque chose. Mince, faut pas que je relance. On est à 3,46 parce qu'on là, on va avoir un truc sur la présentation des Busy Beaver. Donc c'est important. Alors, les Busy Beaver, lui, il a fait des petites machines. Lui, Tibor Rado, et parce qu'il s'est intéressé à un moment donné à des machines de Turing qui peuvent soit détecter un problème, donc elles ont un certain nombre d'étapes en elles, j'avance de 1, je regarde le nombre qu'il y a, je fais telle opération, et il y en a qui vont donc s'arrêter, et d'autres qui vont continuer à l'infini, hypothétiquement. Et donc lui, il s'est dit... alors, il y a un problème qui va vous être présenté plus loin, mais disons que je sais même pas s'il est présenté là déjà. C'est vrai, non ? Mais en gros, voici les Busy Beaver qui vont l'intéresser lui. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. C'est pas compliqué, hein. C'est juste des catégories là qui vous ont expliqué. Il y en a une qui va à l'infini, mais c'est pas ce qui va l'intéresser. Lui, il va mettre ça de côté. Et c'est les trois autres qui s'arrêtent. Et en fait, c'est juste une petite animation pour vous dire. Il y en a qui vont vraiment prendre beaucoup de temps à s'arrêter. Voilà, c'est pas compliqué. Et donc apparemment, lui, c'est ça qui va l'intéresser. C'est vraiment ceux qui durent le plus longtemps. Voilà. Pas ceux qui vont à l'infini, mais ceux qui s'arrêtent, mais qui durent le plus longtemps. Pourquoi ? Et c'est là où ça va porter conflit, que je vais vous dire... je vais arrêter la vidéo à un moment donné pour dire c'est pas normal ce qu'elle dit. Mais en gros, l'idée c'est je veux un truc qui s'arrête, mais en même temps qui dure le plus longtemps possible, un peu comme si c'était infini. On sent déjà un peu l'arnaque, là. On sent qu'il y a un truc un peu contradictoire, mais c'est pas grave. Rado named them Busy Beavers because of how they forage along the tape. Voilà, ceux qui durent le plus longtemps, il s'est dit tiens, c'est marrant, ils sont vraiment occupés, quoi. Donc des petits castors, et puis ils durent le plus longtemps, c'est les Busy Beavers. Voilà, d'où le nom Busy Beaver. Alors, il y a juste un truc qui vous est présenté tout de suite maintenant après, c'est les nombres d'étapes.
ou nombre de pas, parce que ça semble avancer comme une petite machine sur un ruban, c'est l'idée. Mais ça c'est pas forcément un ruban, hein, ça peut être tout type de calcul. Il y a un nombre d'étapes. Et on va donner un nom à ces petites The number machines, of les steps beavers. the busy beaver takes before halting is called its busy beaver number, or BBN for short. For Voilà, donc en gros, il y a un nom qui est, avec entre parenthèses, le nombre d'étapes. example, for a one-rule Turing machine, if you want to make sure it halts, you can really only have the rule that no matter what it reads, it halts. Voilà, là, vous donner un exemple concret. On pourrait avoir un busy beaver de 1, c'est-à-dire que bah, dès qu'il avance de 1, il s'arrête tout de suite. So the busy beaver Ça sert à rien, number of a mais c'est juste pour one-rule donner un Turing exemple. machine is just 1, as it only takes one step before halting. Getting BB2 is a bit more complicated as Alors, maintenant, on passe à la machine à 2 règles. Et là, tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, vous allez voir. Elle vous dit, la machine à 2 règles, il y a 6561 machines à 2 règles. D'où sort ce nom? Et que veut-il dire? Pour moi, ça veut rien dire. Pour moi, une machine à 2 règles, il n'y en a qu'une. Machine à 2 règles. Oui, mais ces 2 règles, ça peut être n'importe quoi. Bon, bah dans ce cas-là, il y en a une infinité. Déjà, il y a un truc qui va pas. there are 6,561 two-rule machines, but it's been shown that busy beaver number 2 runs for 6 steps before it halts. Alors, déjà, en deuxième incohérence, BB2, ça veut dire qu'il a 2 steps. Il a 2 étapes. Égale 6. Et elle dit, et donc ce Busy Beaver 2 s'arrête au bout de 6 étapes. Et on comprend rien. C'est incohérent, 6 n'est pas 2. Et ensuite, deuxièmement, les 6 étapes, c'est quoi en fait? Comment ça, il s'arrête au bout de 6 étapes? Non. Il a 2 étapes, hein. Il peut s'arrêter dès la première ou à partir de ou au bout de la deuxième. Si c'était un Busy Beaver 3, il pourrait s'arrêter entre l'étape 1 à 3. À la première, à la deuxième ou à la troisième. Il aurait 3 chances, entre guillemets, de s'arrêter. Entre guillemets, même si ça veut rien dire non plus ce que je viens de dire. Mais je veux dire par là que, voilà, il y a 3 possibilités d'arrêt, quoi. Là, ça ne veut rien dire. Un Busy Beaver 2 ne peut pas faire autre chose que s'arrêter au bout des étapes. Et elle dit, bah si, lui, il doit faire 6 pas avant de s'arrêter. Ça veut rien dire. Ça n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'interprétation de pointe, ça n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du théorique, ça n'est pas quelque chose qui est... Tu n'as pas l'arrière-plan, etc. Vous êtes censé donner l'arrière-plan. Quand on fait une vidéo qui a pour but, en 20 minutes, d'expliquer quelque chose, et c'est pas une vidéo, comme on pourrait dire, où on plonge, vous savez, dans un savoir assez pointu, c'est vraiment quelque chose qui survole, quoi. C'est pas 5 minutes, on est d'accord, c'est quand même un peu plus conséquent. Effectivement, c'est pas une intro, mais c'est pas parce que c'est pas une intro que c'est forcément quelque chose d'extrêmement pointu et... Enfin, je veux dire, on n'a pas à skip, on n'a pas à passer des éléments importants, quoi. 20 minutes, on a le temps, faut prendre son temps, let's go. C'est pas une intro, c'est pas non plus un truc extrêmement compliqué, mais c'est un peu entre les deux, faut quand même donner les choses, quoi. On comprend rien, là. Ok ? Ensuite, 446, bah c'est à peu près là. 446 à 453, le nombre de beavers et de busy beavers incomputationnalisables. Non, alors ils ont le terme en anglais, vous allez voir. Now here's the cool part. Rado found that Uncomputable, voilà, incomputable. Ou incalculable, quoi, en gros, quoi. finding busy beavers and their Alors attention, il faut bien lire là, attention, je vais vous remettre en arrière. halts. Désolé. Hein. Now here's the cool part. Alors ce que j'adore, c'est qu'elle dit, voici la partie cool, alors qu'en fait, ça va être justement la pire. Rado found that Rado a découvert, on va lire plutôt que d'écouter parce que ça permet vraiment d'arrêter la vidéo. Rado a découvert qu'il est impossible de calculer le nombre de castors occupés finding busy beavers and their busy beaver numbers et de trouver ces derniers. is uncomputable. Ça veut rien dire. Il est impossible de calculer le nombre de busy beaver et conjonction de coordination de busy beaver, de beaver et de busy beaver. Ça ne veut rien dire. Comment ça, de calculer le nombre de beaver de quoi? De quel problème de comment ça, en fait? Alors, il nous était présenté au tout début de la vidéo, mais je l'ai pas forcément bien mis en valeur. On n'a peut-être même pas vu le passage. Que l'exemple qui était donné avec le ruban, c'était des 1 et des 0, et le but, c'était
c'était à chaque fois que tu tombes sur un 1, tu le changes en 0, et quand c'est un 0, tu tombes sur un 1. Mais même, ça veut rien dire, je veux dire, on ne comprend pas quelle est la résolution de quoi que ce soit, en fait. Donc, il y a un problème qui est censé vous être présenté à un moment donné, c'est la conjecture Goldbach, ça vient juste après, là. Si vous voyez ma timeline, avec le thumbnail, on est à la fin d'un segment, et juste après, il y a la conjecture de Goldbach. Et moi, ce que je soupçonne, alors c'est peut-être un problème de montage, et la façon dont les gens font des vidéos YouTube, mais elle avait en tête que sa démonstration allait porter sur ce que lui fait avec les Busy Beaver, ou la création de la notion de Busy Beaver, avec le problème dont elle a dit qu'il a été résolu par des amateurs, et qui va être un problème, comme vous allez voir, avec des nombres pairs et des nombres premiers, bref. Mais du coup, quand elle dit « il est impossible », là on a souligné sur le tableau, de calculer le nombre de Beaver et de Busy Beaver, c'est peut-être en référence à ce truc-là. Mais on peut pas le savoir à l'avance. Peut-être que c'est un problème de montage, elle a inversé les trucs chronologiquement, et voilà ce que je veux dire. Ou alors pas du tout. Et on est censé comprendre ce que faisait Tibor Rado avec ses Busy Beaver, alors qu'on sait absolument pas. Et on voit pas pourquoi il y aurait impossibilité de calculer le nombre de Busy Beaver, ou même de Beaver tout court. Puisqu'on ne comprend pas par rapport à quoi. Comment même on calcule le nombre de Beaver dont on a besoin pour faire un truc. D'ailleurs, on pourrait même très bien supposer qu'il y a plusieurs possibilités de faire des petites machines de Turing qui font des choses. Je veux inverser les 1 et les 0 sur le ruban. Bah, je peux procéder en 2 étapes, je propose en 3 étapes, ou je peux même avoir 2 machines qui fonctionnent en 2 étapes, mais qui font 2 choses différentes. Vous allez me demander quoi? Mais parce que là, l'exemple, il est peut-être pas bon, mais vous voyez ce que je veux dire. L'idée, c'est qu'on peut peut-être faire un résultat différent, un résultat similaire, avec 2 méthodes différentes, 2 façons de faire différentes. Pourquoi il y aurait toujours qu'un... Alors, donc voilà, donc ça ne veut rien dire. Comment ça, on ne peut pas calculer? Ça dépend. Pour tel problème, il y a peut-être X solutions. On peut d'ailleurs empiriquement en tester quelques-unes, et puis au bout d'un moment s'apercevoir qu'on a vite fait le tour, on a au bout de 2-3 machines, pour faire de 2-3 manières différentes une chose, bah on a vu le tour, quoi. On a fait le tour, on a vu ce qu'on pouvait faire avec. Donc là vraiment, on nage en plein, on est hors sol, il n'y a rien, on ne comprend rien, en fait. Ok? Et vous allez voir, c'est pas fini, et c'est après que ça va vraiment, c'est un feu d'artifice, c'est incroyable. Ce qui va être dit est juste incroyable. Donc là, déjà, on comprend qu'on n'arrive pas à calculer patati patata. Bon. There's no general algorithm or formula a computer can perform to find them. The only way to find a Busy Beaver is to manually examine each machine, one by one, and see how long they run. Ah oui, voilà, j'avais loupé ce segment-là. En fait, l'idée, c'est de savoir, pour n'importe quel problème, est-ce qu'il y a un Busy Beaver? Est-ce qu'il y en a un qui va vraiment durer très très longtemps, et de telle manière qu'on ne sait pas s'il s'arrêtera un jour? Est-ce qu'il est infini ou pas? On ne sait pas. Alors, juste un petit arrière-plan, il y a un célèbre problème en informatique, mais aussi en logique, qui est le problème le halting problem, le problème de l'arrêt. C'est très simple. Vous avez un programme. Si vous avez déjà fait de la programmation, on utilise des fonctions. On déclare une fonction, on ouvre des parenthèses, enfin des braquets. Et à l'intérieur, on exécute du code. Et à chaque fois qu'on appellera la fonction, ça exécute le code à l'intérieur. C'est pas compliqué ce que je dis. Vous pouvez faire la fonction machin, et elle exécute truc. Afficher truc à l'écran, par exemple. Afficher. Mais vous pouvez aussi faire quelque chose comme tu crées, il y a un nombre, tu l'incrémentes. Le nombre, on peut le créer à l'extérieur ou le créer la première fois lors de la première instance de la fonction. Et tu l'incrémentes de 1, tu l'affiches et tu retournes au début du code qu'il y a dans cette fonction. Et donc ça va relire la fonction, donc ça va réincrémenter, un fichier, réincrémenter, un fichier. C'est une fonction qui va tourner en boucle, on est d'accord. Après, si on veut l'arrêter, il faut mettre quelque chose comme si le nombre a atteint 10, par exemple, on sort de la fonction, on sort de la boucle. Donc on aura, en utilisant la fonction, affiché 10 fois le nombre à l'écran. Mais si on ne met pas cette condition-là, elle peut tourner à l'infini, et c'est le cas. C'est-à-dire que si on appelle la fonction, l'ordinateur, on va peut-être pas le voir, ça dépend à quelle vitesse il va faire tourner le truc, ça peut pomper, quoi. Ça peut pomper de la ressource. Et surtout, ça s'arrête pas. Donc, il y avait à un moment donné, très vite, l'idée de ces fonctions en informatique et comment on peut faire pour les détecter, quoi. Parce que dans du code, à un bon moment, quand les fonctions deviennent balèzes, qu'il y a beaucoup de code,
Ah, ça serait intéressant, plutôt que ça soit l'humain qui détecte, de toute façon on le détecte quand vous faites tourner un programme et puis que vous constatez que ça pompe complètement les ressources, il y a peut-être un problème de boucle, de choses qui est bouclée sur elle-même et qui s'arrête jamais. Parce que ça n'entraîne pas forcément, souvent c'est le cas, mais ça n'entraîne pas forcément une erreur à l'écran. Des fois, vous pouvez juste avoir un problème qui est que votre CPU il monte en température, enfin ça consomme de la ressource. Donc l'idée c'était est-ce qu'on peut inventer un programme qui lit un autre programme et qui détecte si le truc potentiellement il tournera à l'infini. Sauf qu'à partir du moment où le programme, la suspicion c'est qu'à partir du moment où le programme qui appelle et qui est maître, qui joue l'autre programme pour l'ausculter, le programme docteur, quand il lit l'autre, en fait c'est comme s'il plongeait dedans et du coup en appliquant la logique qu'il y a dans l'autre, eh ben il est enfermé dedans. Ou pas. La question était ouverte, c'était est-ce qu'on peut ou pas définir créer un programme qui en lit un autre et qui arrive à détecter. Même juste qui arrive à détecter. Parce qu'en fait, la différence entre nous, un humain et un programme, c'est que nous, on va sentir, on va voir, entre guillemets. On va voir sans rentrer dans la boucle. On va pas lire bêtement les fonctions, et la fonction est bouclée comme des idiots, on va dire, voilà, ça... Et c'est pas... et on sait pas ce qui fait que. Est-ce que c'est le nombre de fois? Est-ce que c'est la structure générale de ce qu'on voit? L'intelligence capte. Il comprend des choses, et ces choses, elles sont extrêmement difficiles à retranscrire en informatique. Et à se dire, bon bah on va créer un programme qui va faire ce qu'on fait. Non, on n'arrive pas à comprendre ce qu'on fait. À chaque fois qu'on l'égrène linguistiquement en phrases, et qu'on transcrit ces phrases en code, ou qu'on essaye de les transcrire dans une logique pour faire du code, pour se dire, bah voilà, ça ce qu'on vient de faire, on va faire comme ça en code, pour reproduire ça, et ben à chaque fois, ça suffit pas. Et puis voilà. Et le problème est resté pendant des décennies ouvert, en fait. Alors, soi-disant non, il est peut-être résolu, etc. Ça n'est pas possible. Et moi, ce que j'ai vu sur la page Wikipédia est pas très convaincant, honnêtement. Après, j'ai pas la culture des mathématiques, j'ai pas fait de maths, je suis à peine capable de vaguement comprendre un centième des équations qui me sont... Mais à un moment donné, il y a quand même de la logique dedans qui me semble un petit peu... voilà, bref. Fin de la parenthèse. Notre ami là, ici, Tibor Rado, donc veut savoir est-ce que je peux trouver des fois, même problème X ou Y, donc je vais créer des Busy Beaver, je sais pas combien je vais en créer, et je peux même pas savoir combien il y en aura dedans qui vont potentiellement tourner très longtemps, et que je vais confondre avec ceux qui tourneront à l'infini. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est est-ce que je peux avoir un nombre à peu près, une fourchette de beaver, et en plus savoir à peu près ceux qui sont busy beaver, c'est-à-dire qui ressemblent à ceux qui tournent à l'infini, mais en fait c'est juste qu'ils sont très longs, quoi. Ça touche un peu au problème du halting, le problème, c'est-à-dire qu'on aimerait savoir s'il y a quelque chose de rationnel qui définit une limite, et même si cette limite est très très grande, eh ben il y en a quand même une. Ça, c'était une putain de parenthèse, hein, désolé. Hein. Là on doit aller jusqu'à 50, on a dépassé... non, jusqu'à 5h30. He'd found what he was looking for. Rado turned his search for busy beavers into a game. To play, you have to do two things. Discard all the non-halting machines. Voilà, ça on n'en veut pas, parce qu'on sait qu'elles s'arrêtent jamais. Si on a des beavers enfin des petites machines de Turing qui ne s'arrêtent jamais, elles nous intéressent pas. Voilà, on sait qu'elles s'arrêtent jamais. Et les autres il y en a deux, celles qui s'arrêtent, et celles qui s'arrêtent mais très très loin, et c'est celles-là qui sont intéressantes. Elle a pas présenté pourquoi, mais parce que c'est très difficile de présenter une chose pareille. D'expliquer pourquoi c'est intéressant. Little did he know that this game would have roots in some of math's biggest open problems, and turn into a decades-long hunt that would haunt generations of mathematicians. Voilà, donc en gros, le type savait pas qu'il allait lancer une bombe, un pavé dans la mare en quelque sorte, et que ça allait intéresser des gens, parce qu'effectivement, c'est extrêmement intéressant pour résoudre des problèmes liés à l'intelligence, à la calculabilité, ou la computationnalité en français, je dirais. Et puis, voilà, de toute façon, les mathématiciens ou les gens qui font de la logique adorent les défis. Mais c'est vrai que ça touche à l'infini, ça touche à la reproduction de l'intelligence dans de la machine, etc. Donc forcément, ça intéresse des gens. Et on va nous présenter un problème. Putain, je suis désolé de faire aussi long, hein. Je voulais faire un truc en 3-4 minutes, mais en fait, on va être de l'ordre du quart d'heure encore. La conjecture de Goldbach. Alors, c'est quoi la conjecture de Goldbach? On va dire Goldbach ou Goldbar, je sais pas comment prononcer ça. On va se positionner à 6,05. Et on a quoi? On a ce tableau-là. Et là, on va procéder que avec des arrêts sur image. À partir de maintenant, à peu près.
On voit qu'on a des séries de nombres qui sont pairs. Elle commence à 6, mais elle aurait pu commencer à 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, c'est des nombres pairs. C'est la série des nombres entiers pairs. Ok ? Pas compliqué. Et on s'aperçoit, en fait, on s'est aperçu longtemps que ça pouvait être décomposé en 2 nombres qui sont chacun des nombres entiers. 3 c'est un nombre entier, 5 c'est un nombre entier, 7 c'est un nombre entier, 13 c'est un nombre entier, 11 aussi. Des nombres entiers, je me rappelle plus exactement la définition, parce que si on n'est pas pointilleux, ça donne de la merde, mais en gros, c'est un nombre qui peut être divisible que par lui-même, que par 1, un truc comme ça. C'est fascinant, je retiens jamais la définition de ce truc là, mais parce qu'en fait j'ai pas la culture des mathématiques, j'ai pas envie de tourner là-dedans parce que je pourrais rester littéralement keblo pendant 2 jours sans manger et essayer sur des feuilles A4 de résoudre le truc. Ça m'intéresse pas. J'ai déjà un petit peu réfléchi au truc, c'est marrant, mais c'est des suites de nombres et ça intéresse que les gens qui peuvent en avoir une application, quoi. Les nombres premiers, on a dans le cinéma un court passage, pas un passage, une référence à ça dans le film Cube. Si vous avez vu le film Cube. Bon, moi j'ai 41 ans, donc je l'ai vu dans les années 90, fin des années 90. Et celui qui sort du cube, c'est donc un cube maléfique dans lequel sont enfermés les gens, et puis il y a à chaque nouvelle pièce dans laquelle ils rentrent, il y a un piège et ils doivent l'éviter. Ils sont tous zigouillés les uns après les autres, et le dernier, celui qui arrive à survivre, a la faculté, alors je spoil un peu, mais bon, c'est un autiste et il a la faculté de déceler les nombres premiers. Et c'est une faculté qui existe vraiment. Pas tous les autistes, mais certains autistes ont cette faculté d'avoir... C'est des machines de calcul, ils peuvent visualiser les nombres, et c'est lié à la synesthésie dans le cerveau, c'est lié à des processus qui n'ont rien à voir avec nous, qui visualisons le nom, visualisons la table de multiplication, et essayons de faire des choses avec, ça n'a rien à voir. Leur cerveau fonctionne complètement différemment, ils sentent les noms, ils visualisent sous forme de couleurs, etc. Les nombres premiers, donc. On a ce phénomène-là. J'ai pas pu m'empêcher de faire une digression, je suis désolé. Donc, est-ce que la question qui va se poser là, c'est est-ce qu'on peut vérifier ça, en fait ? Tous les nombres pairs qui existent au monde, la série des nombres entiers pairs, qui va à l'infini. Dans une autre vidéo, je parlerai de l'infini. Pour moi, l'infini, c'est un potentiel, c'est pas une chose réelle. Mais bon, mettons qu'on fait continuer le truc très très loin, est-ce qu'on peut... est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où ça se vérifierait pas, quoi ? Est-ce qu'au bout d'un moment, non, en fait, le nombre pair, il est pas constitué de nombres premiers. Et pour ça, on aime bien trouver un théorème en mathématiques qui a pas besoin d'égrainer l'infini, mais qu'on fait le tour, qu'on fait le périmètre, qui le prend, qui l'embrasse, et qui à l'intérieur de ça déduit une logique qui mène à dire oui ou non, on a trouvé que. Ok, et donc les Buzzy Beaver, ils vont être intéressants là-dessus, apparemment. Donc on a 6,05, à 6,17, c'est la limite actuelle de la vérification de ça, mathématiquement. Est-ce qu'on peut, mathématiquement, à l'heure actuelle, sans les Buzzy Beaver, on a vérifié 4 fois 10 puissance 18, nombres pairs qui ont été validés comme étant constitués de 2 nombres premiers. Mais bon, voilà, c'est pas suffisant. On veut aller à l'infini, on veut savoir s'il n'y a pas un théorème mathématique qui serait pas limité et qui déduirait que vraiment la série des entiers pairs, elle fonctionne selon la conjecture de Goldbach. 6,40 maintenant. Hop. Tac. Alors là, on a quelque chose de très olé olé que j'ai pas aimé du tout. Elle nous montre qu'il y a des... Comment ça va fonctionner avec les Buzzy Beaver, en fait, en gros, quoi. On va prendre un Buzzy Beaver. Starting from 4, one by one, and halts only if it finds a number that cannot be written as the sum of 2 primes. Alors, on va prendre un Buzzy Beaver qui va vérifier les nombres pairs et qui va s'arrêter seulement lorsqu'il trouve une erreur, qu'il n'y a pas de nombre premier. Ok. Ouais. À 6,46, on a... Désolé, hein, c'est vraiment pas facile pour moi de sectionner sur la timeline de la vidéo. Et là, elle nous dit que de tels Buzzy Beaver... On parle bien des Buzzy Beaver. Hein. On veut un Buzzy Beaver, en fait. On veut l'avoir fabriqué, designé, ce Beaver, pour qu'il soit Buzzy. On veut vraiment qu'il s'arrête pas, quoi. En gros, qu'il aille à l'infini. Mais en même temps, c'est un peu incohérent. Ouais, mais s'il va à l'infini, du coup, c'est un infini. C'est pas un Buzzy Beaver, on a dit que c'est les Beavers qui vont à l'infini, on les écarte. On l'a vu à un moment donné.
On veut pas des non-halting qui ne s'arrêtent pas. On veut des halting, mais qui sont buzzy. Et là, elle nous dit qu'on va égrener les nombres premiers avec un buzzy beaver. Mais s'il égrène les nombres premiers, il va donc à l'infini. Ah, mais théoriquement, ça s'arrête peut-être à un moment donné, donc il est potentiellement... Et c'est tout ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que c'est la confusion entre les deux, qui est intéressante. On ne sait pas, mais en même temps... Et elle nous dit que donc, on n'en sait pas plus, que ce Buzzy Beaver aura 27 règles. 27 étapes à l'intérieur de lui. Et là se trouve le feu d'artifice dont je parlais tout à l'heure. Attention, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, ça va être magnifique. 6,47 jusqu'à 6,53. Rules. But here's the cool part. If we knew the value of BB27, we could solve the Goldbach conjecture. Si on savait la valeur de Buzzy Beaver 27, celui qui a 27 étapes, on pourrait résoudre la conjecture de Goldbach. Cela n'a aucun sens. If our program Je remets la petite image. does hold, Merde, pardon, excusez-moi, c'est pas facile, hein, vraiment. Est-ce que je vais y arriver? But here's the cool part. If we knew the value of BB27, we could solve the Goldbach conjecture. Alors là, on voit un schéma, qui est censé être un schéma, je crois, qui est lié au nombre premier, avec les nombres pairs. C'est un schéma géométrique qui représente que les nombres pairs donnent des nombres premiers, si je ne m'abuse. Et donc BB27 confirme, si on connaît sa valeur, ça veut rien dire, la valeur de quoi? Ça ne veut rien dire. La valeur de Buzzy Beaver 27, si quelqu'un comprend, qu'il m'explique. Alors moi, ce qui me fascine, c'est d'imaginer qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos-là et qui comprennent quelque chose. Parce que si c'est le cas, ou c'est moi qui suis très con, ou ces gens sont très intelligents. Je suis pas con, je suis intelligent, mais ces gens sont encore plus intelligents que moi. Autre possibilité, ils ont un arrière-plan, un bagage qui fait que, bon, ils savent de quoi elles parlent. Mais... il n'y a pas marqué sur la vidéo que c'est une vidéo pour des spectateurs aguerris ou des gens, voilà. C'est censé être pour tout le monde. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire par valeur d'un Buzzy Beaver. Si c'est 27, bah on le sait, voilà, la valeur on la connaît. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Maintenant, 6,54 à 6,59. Il va être question du Buzzy Beaver 27 qui doit s'arrêter dans 27 étapes ou moins. If our program does hold, then it must hold in BB27 steps or less. Alors là, j'ai un truc qui est extraordinaire. J'ai fait un schéma sur Paint tellement c'est extraordinaire. Le Buzzy Beaver 27 doit s'arrêter dans 27 étapes ou moins. Alors... non. Il a 27 étapes. Il peut s'arrêter dans n'importe quelle de ces étapes, mais il peut très bien ne pas s'arrêter. C'est le but. On veut un beaver qui va durer très longtemps. S'il s'arrêtait quelque part entre 1 et 27 étapes qui lui sont foutues dans le museau pour fonctionner en tant que machine, tu penses bien qu'on l'utiliserait pas, Monique? Ça nous intéresse pas, puisque tu parlais des non-halting, on les écarte, et les halting, on veut ceux qui durent le plus longtemps. Donc certainement pas quelque chose qui s'arrête au bout de 1 à quelques centaines ou milliers d'étapes. On veut vraiment un truc qui dure très longtemps. D'accord, Monique? Là, on comprend pas. 27 étapes, ça n'a aucun sens. Désolé pour le Monique Open Atom. C'est une blague qui est absolument pas une référence à toi, mais juste dans l'idée, quoi. Dans l'idée, quand on fait une vidéo, il faut quand même qu'on soit cohérent avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Parce que sinon on fait de la popote, quoi. Là, je comprends pas. Mais la suite est encore plus déconcertante. If it holds within this number, the program has found an even integer that can't be written as the sum of two primes. This would prove Goldbach's conjecture wrong. Ouais, ça prouverait que la conjecture est fausse, ouais, effectivement, ouais. Mais, sauf qu'en fait,
On comprend pas quel est le rapport. Oui, dans l'idée, si le Busy Beaver, il s'arrête à un moment donné, des milliers d'étapes enfin des milliers de pas, entre guillemets, qu'il est censé faire, oui. Non, ça prouve que la conjecture est fausse, mais en l'occurrence, par rapport à ce que tu disais avant, qui n'est pas compréhensible, non, ça n'a aucun sens. Puisque tu dis que le truc est censé s'arrêter dans n'importe quel... Alors, si tu veux dire qu'en fait... Alors, voilà, d'où le schéma Paint que j'ai fait. Le schéma Paint est le suivant. On a deux sens à cette notion de 27 étapes. Ce numéro 27 qu'elle dit. Sens numéro 1. Le beaver est constitué de ces étapes. Je sais pas si vous voyez mon curseur, si vous le voyez. Les trois petits points de la liste à puce. C'est en gros, hein. Ok. Étape numéro 1, aller au prochain nombre pair. Étape numéro 2 et plus, l'analyser. Et puis dernière étape, on retourne pour boucler. C'est un robot qui est censé avancer, quoi. À l'infini, entre guillemets. On veut pas juste qu'il fasse une fois ce qu'il fait. Enfin, il me semble, ou alors je me suis trompé, justement. Ou alors je n'ai pas compris. Peut-être, hein. Peut-être que le bébé 27, ça veut dire qu'il a 27 étapes, et là-dedans, il est censé couvrir l'infini des nombres. Peut-être. Mais dans ce cas-là, il fallait le dire. Et donc ça, sens numéro 1, hein, ça, on peut le faire 27 fois. On peut faire 27 fois, c'est n étapes. Sens numéro... Alors, j'ai sens numéro 2. Il va y avoir à l'intérieur de lui 27 étapes. Ce que je n'ai pas dit avant, j'ai pas dit qu'il avait 27 étapes, j'ai dit qu'il ferait 27 fois ces étapes qu'il a à l'intérieur de lui. Et sens numéro 2, s'il y en a vraiment 27. Et la 27e, c'est il retourne à la première. Et on ne sait pas si c'est le sens numéro 1 ou le sens numéro 2. On ne peut pas savoir là dans ce qu'il dit dans sa vidéo. On ne comprend pas. On ne comprend pas de quoi elle parle. Et c'est vraiment déroutant, quoi. Je sais pas si s'il y a besoin de rajouter quoi que ce soit, si s'il y a besoin de voir plus loin la vidéo. Alors là, on est où à peu près dans la vidéo? On est à 7.08. Voilà, bah, en fait, j'ai arrêté le timestamp à 7.19. On va regarder la suite jusqu'à 7.19. But if the machine continues running past BB27 steps, voilà, donc c'est bien qu'elle peut le faire. Running past BB27 steps. we know it will never halt, as all... Alors, ça voudrait dire que le Busy Beaver dont elle parlait, il a 27 étapes, mais elles sont tellement bien foutues, donc il va faire 27 choses, mais on sait pas si c'est 27 choses à partir du nombre pair qu'il est en train d'analyser, ou il en prend 27. A priori, c'est en prendre 27, c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste en regarder un et puis décomposer 27 actions là-dedans. Il me semble que le sens commun, là, de ce qu'on comprend, là, quand même, c'est qu'on a besoin d'analyser un maximum de nombres. Et d'opérer la vérification s'il est composé de nombres premiers. Et je pense que les étapes en question, soit elles se réfèrent à comment on analyse un nombre pour en tirer les nombres premiers, soit 27, c'est en gros, je vais prendre 27 nombres pairs, et puis là-dedans, je vais arriver à vérifier un truc, et si ça s'arrête, la conjecture est fausse, mais si au bout des 27, ça voudrait dire ce qu'elle a dit, on boucle, donc le robot il a fait ses 27 mais il reboucle à la première de ces étapes, eh bien dans ce cas-là ça veut dire que... Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Et encore là je viens de comprendre, enfin je viens d'imaginer ça ici en live. Avant même de faire le projet de playlist science-faction et de faire la vidéo de présentation que j'ai fait juste avant, pendant 20 minutes, et de faire cette vidéo, j'avais fait mon schéma Paint, j'avais préparé le timestamp et tout, mais j'avais pas calculé ça en fait. Je suis en train là, à force d'efforts, d'entrevoir peut-être ce dont elle parle, mais c'est même pas sûr en fait. Il y a rien qui est clair là-dedans. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ici, parce qu'il y a quand même suffisamment d'éléments qui sont probants pour dire que ça n'est pas compréhensible ce qu'elle dit en fait. C'était mon but. Mon but, c'est pas d'analyser une vidéo pendant 1h30. D'ailleurs, j'en aurais pas le droit, et plus je vais mettre d'extraits, plus je vais potentiellement me faire striker. Mon but, c'est vraiment d'être percutant sur les éléments dans des vidéos qui montrent que ce qui est dit est vraiment, vraiment incompréhensible, et pour le coup, même éventuellement, et j'espère qu'on le verra à d'autres moments, qui peut mener à une sorte de
charlatanisme presque en fait. Parce qu'en fait, ce qu'est dit, c'est improuvable, juste... C'est pas juste incompréhensible dans le sens où on n'a pas bien compris. Effectivement, si la personne l'expliquait mieux, on comprendrait, et donc tout est vrai. C'est vraiment, des fois même, parce qu'on peut le voir au cours des discussions, avec éventuellement l'auteur de la vidéo, ça m'est déjà arrivé sur une vidéo de Science Étonnante de discuter en commentaire. J'ai eu une réponse, Science Étonnante, j'ai même eu une réponse en plus de gens à côté, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que je tire la pelote et c'est de plus en plus absurde. Donc c'est hyper important. Et de prendre comme premier épisode ça permet sur un truc relativement simple. Il n'y a pas de notion vraiment balèze, comme ce que j'ai pu voir dans une vidéo de Science Étonnante sur, par exemple, la façon dont la planète Terre absorbe le rayonnement solaire, et dont ça repart, etc., dans l'atmosphère. Ça demande comme des efforts intellectuels. Là, on est sur quelque chose d'assez simple. Un petit robot, il a 27 étapes, patati patata. Alors, il y a une notion de conjecture, des nombres pairs, etc., mais au fond, c'est pas cette complexité-là qui nous intéresse, c'est l'explication de ce que fait le robot. Et à quoi on se réfère quand on dit 27 étapes. Et en quoi, comment ça, en 27 étapes seulement, et puis s'il en fait une de plus, on comprend rien. Ça n'a aucun sens. Et surtout, je pense que... j'ai pas regardé la vidéo en entier, mais je subodore que même si je la regarde en entier, avec tout ce que je vais voir après, ça sera encore plus absurde. C'est-à-dire qu'en fait, je m'avance un peu, hein, probablement même beaucoup, en disant ça, mais je suis... Avec ce que j'ai vu dans d'autres choses en mathématiques, et dans des vidéos de sciences, même en regardant et en déroulant tout en entier, on se dit mais non, ça tient pas, puisque depuis le début, le truc tient pas en fait. C'est un peu un monde imaginaire, c'est un peu comme quelqu'un qui tiendrait mordicus que si les licornes elles existent, et ah bah non, et puis ensuite qui brode, hein, qui fait un raisonnement, etc. Alors bah, la licorne elle fait ci, elle fait ça, il y en a un qui monte dessus, elle fait des trucs. C'est cohérent quand on suit mais juste, non. Au début, ça ne tient pas. Et moi, je pense qu'il y a ça, je peux me tromper, et ça peut être qu'un effet, mais en tout cas, l'effet est là, relativiste en question, ou contextuel, avec cette incohérence qu'il y a dans... Et là, c'est juste un exemple qui est assez soft, mais on verra que quand ça touche à des mathématiques, et je vais pas pouvoir aller très très loin dans les maths, j'ai pas fait de maths dans ma vie, voilà... mais je peux quand même suivre une sorte d'équation assez simple, basée sur des séries de nombres. Voilà, c'est pas forcément extrêmement compliqué, il n'y a pas des notions de... Voilà. On verra, je l'espère que ça ne tient pas, et pas juste au début, mais tout du long. Et il y a même des notions profondes en sciences, et notamment en mathématiques, l'infini, qui, lorsqu'on est en désaccord, fait qu'on est en désaccord avec toute une branche, éventuellement, des mathématiques. Et quand je dis « on », parce que vous me dire « mais il est gonflé quand même ». Non, quand je dis « on », on verra à un moment donné, l'infini, on traitera de la diagonale de Cantor, et je vous montrerai qu'il y avait d'autres mathématiciens, dont un des plus grands mathématiciens au monde qui ait jamais existé, Henri Poincaré, un Français d'ailleurs, qui était en désaccord avec Cantor, et qui considérait que c'était de la pseudo-science limite, quoi. C'est des maths sans rigueur, quoi. Et il faudra bien à un moment donné que ça soit compris dans ma série de vidéos science-fiction. Je suis pas là simplement avec rien. J'ai peut-être peu en regard de ce que des gens qui font des sciences exigent comme bagage, c'est même sûr. J'ai rien à leurs yeux. Mais c'est pas parce qu'on a rien en termes de bagage qu'on a rien en termes de logique. La logique, ça se défend, même si on n'a pas le bagage. Ça, c'est quelque chose de fondamental que je vais vous faire sentir. C'est que quand on est logique, d'ailleurs, si c'était pas le cas, on serait tous illogiques jusqu'à ce qu'on ait un doctorat. Et je vous souhaite bon courage pour me prouver comment, année par année, vous avez gravi les échelons. Alors vous étiez illogique, jusqu'à arriver à l'âge de 28, 29 ans et avoir votre doctorat. Expliquez-moi comment vous avez fait tout le long, puisqu'à chaque fois, vous n'étiez pas logique. Vous ne l'êtes qu'à l'obtention du diplôme. La logique est en nous. C'est quelque chose qu'il va falloir éventuellement expliquer dans d'autres vidéos. En tout cas, si je vous dis que les Grecs avec cette notion-là, je pense que vous peut-être avoir une petite référence qui vous vient à l'esprit. Le logos, etc. Voilà, ça fait partie de l'esprit, la logique. Et on est tous censés l'avoir. Alors après, on l'a pas tous. En tout cas, on n'est pas complètement illogique. Hein. Les gens ne sont pas complètement logiques ou illogiques. On est un petit peu fait des deux.
Mais justement, il y a un lien entre les deux, et justement, c'est fou comme ça résonne, et que ça me procure non pas des épiphanies, mais des images là, au moment où je vous parle. C'est comme ça, dans l'esprit, il y a ces choses-là. Il y a ces choses-là, le contraste entre logique et illogique, la frontière, si j'ose dire, si tant est qu'elle soit un jour matérialisable, tangible, réductible, là, et justement, peut-être pas, mais c'est pas parce qu'elle l'est pas, on peut pas la sentir. C'est toute la différence entre tout ou rien, en quelque sorte. C'est pas parce que la frontière est pas exactement matérialisable au point près, à l'atome près, qu'elle n'est pas là. Et c'est toute la beauté en quelque sorte, mais c'est peut-être pas le mot, c'est tout le mystère, c'est tout l'extraordinaire de la pensée humaine, que de sentir des choses sans être capable d'en faire exactement le tour, ou la délimitation, y compris par le langage pur. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a ou pas un esprit logique, et c'est pas tout ou rien, mais en tout cas, on le pousse le plus loin possible. Et il y a des gens dans le domaine des sciences et des maths qui, a priori, on se dirait, bah voilà, c'est leur métier, ils font ça tous les jours, tu peux quand même pas compétiter avec ces gens-là, ça n'est pas possible. Ben moi, je vais vous montrer que si, en fait. Je vais vous montrer que c'est pas possible de dire des aberrations comme j'ai pu voir au sujet de la diagonale de Cantor. Alors peut-être que j'ai mal compris, peut-être que j'ai pas lu assez, peut-être que j'ai pas assez de références. C'est ce qu'on m'a plus ou moins insinué, mais j'ai demandé des précisions, j'en ai pas eu. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont un peu vite aussi. Et qu'il est possible que la science repose en partie sur des choses qui sont irrationnelles. Et là, c'est un pavé. Je sais, c'est un pavé dans la mare, mais il est possible que ça repose essentiellement sur des choses irrationnelles. Après que cet irrationnel-là échoïse, reflète quelque part l'irrationnel du monde, si tant est qu'il y en ait un, je peux comprendre qu'il y a un intérêt là-dedans. On décrit la chose, et c'est pas parce qu'on la décrit qu'on l'est. Mais n'empêche qu'en décrivant la chose, ce qui est décrit est bel et bien irrationnel. Si on décrit l'irrationnel, on décrit bien un comportement irrationnel, par exemple. Un comportement irrationnel. Si on décrit quelque chose d'irrationnel dans la nature via les mathématiques, ces mathématiques, ou en tout cas cette partie des mathématiques, pour moi, elle devient irrationnelle. J'en dis pas plus, c'est pas évident. Je sais même pas si j'y arriverai au cours des vidéos, parce que c'est quand même quelque chose qui nécessiterait du coup, non pas de prendre des vidéos sur YouTube, mais vraiment de faire comme un podcast, quoi, de partir pendant 1h30, d'avoir du sourcing, d'avoir des matériaux, du document, etc. Mais à mon avis, vous allez quand même un petit peu sentir. Et c'est pour ça que je me permets de faire des digressions dans mes vidéos aussi. C'est pour ça que je rallonge. C'est bien pour commencer à mettre les bases, etc. Et qu'on sente tout ça. Et à force de radoter et de revenir dessus, peut-être que vous allez finir par sentir qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Et en plus, si je me permets de dire ça, de faire ça, là, c'est parce que, après des années d'errance tout seul à penser ça, et je comprends bien qu'on se dit, oui, mais t'es qui ? T'as pas fait d'école, t'as pas fait d'école supérieure, etc. T'es qui, quoi ? Encore une fois, on n'a pas besoin de faire d'école et d'avoir un diplôme pour être logique. C'est quelque chose qu'il faut rentrer de force dans son cerveau. Oui, mais il faut quand même que tu prouves que... Oui, mais... Je suis en train de prouver que... J'ai pas le diplôme, il n'y a pas de diplôme pour prouver que... Oui, ce que je veux dire, c'est compliqué, quoi. Et surtout, si je me permets, donc, c'est la précision que je voulais faire, si je me permets de le faire, c'est que j'ai vu des gens qui le disent et qui font de la science. Ils font de la science. Ils font une science. Le correctif que j'apporterai toujours. Ils font pas la science. Il n'y a pas la science, ça n'existe pas. Ils font une science en particulier. Et j'ai vu récemment là, mais aussi un petit peu égrené tout au long des dernières années. Là, j'ai vu là récemment, il y a quelques jours, une vidéo d'un type invité sur le podcast de Kurt Jemongal. Je sais pas si je le prononce bien, Jemongal, qui dit que l'infini en mathématiques doit être reconsidéré. Ça n'est pas quelque chose qui est viable, en fait. Voilà. Et je termine là-dessus. Merci d'avoir regardé les vidéos. S'il vous plaît, je ne veux pas dire n'hésitez pas, mais s'il vous plaît, likez. Ou pas, pouce bas si vous trouvez que ça n'a pas de valeur et que c'est inintéressant. Mais je veux dire que j'ai besoin de soutien, quoi, pour me motiver à faire d'autres vidéos et aller plus en avant. Et à sortir le truc, quitte à me casser les dents, et pas y arriver, quitte à ce qu'on me dise, ah non, mais ça tient pas ton truc, t'as osé lancer un drama ou un pavé sans qu'il y ait suffisamment... Voilà, il y a besoin que ça sorte, et je pense que je suis pas le seul en fait à penser ça. Honnêtement. Si vous avez des gens autour de vous qui aiment bien penser, et avec qui vous aimez bien de temps en temps discuter autour de quelques verres en soirée, des amis, etc., si
partagez quoi. N'hésitez pas à partager. Merde, je l'ai dit, je voulais pas le dire comme ça. C'est pas hésiter, c'est faites-le s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien que ça se lance et que j'aimerais bien qu'il y ait de la matière et qu'on partage là-dessus. Avec le sarcasme qu'il faut envers ces gens, parce qu'ils n'en ont pas manqué tout au long de ces décennies, de nous prendre vraiment pour des pingouins, et cette image de tu n'es rien, nous on a la formation, on a le diplôme, faut vraiment casser ce truc quoi. Casser dans le sens, pas le dévaloriser, mais lui enlever son agressivité et sa toute-puissance, tu n'es rien, tu ne peux rien savoir, t'as pas fait d'études, oh, puis regarde-toi, t'as 40 ans, tu te prends pour qui, t'as loupé ta vie, si t'avais été si intelligent, t'aurais fait des études, ça n'est pas vrai. Je suis pas de ceux qui pensent que l'intelligence tout le monde en a et que même si on écrit mal, ça veut rien dire. Moi je pense qu'il y a du sens. Je pense que pour être intelligent, faut quand même, il y a des marqueurs quoi. Mais à un moment donné, il va falloir quand même admettre que il y a des choses qui sont dites en science, et là on l'a vu dans la vidéo, et surtout la manière dont ça s'est fait. Voilà, bon, je suis en train de tourner en rond, donc il faut que je termine. A plus pour le numéro 2 de cette playlist des vidéos qui portera sur, je sais pas quoi. Probablement peut-être justement la diagonale de Cantor, puisque je l'ai mentionné. Si c'est pas ça, ça va être autre chose. Je regarde beaucoup de vidéos en ce moment, donc ça peut être tout à fait autre chose. Je regarde énormément de vidéos YouTube depuis 2-3 mois là. J'ai quasiment redécouvert YouTube quoi. Il y a énormément de choses. C'est en train d'exploser. Les podcasts, c'est l'âge d'or des podcasts. J'ai jamais vu autant de podcasts de ma vie. Et que ça soit Kurt Jegmangel, Jesse Michaels, mais ça c'est plus l'ufologie. Il y a Eric Weinstein qui est un peu connecté à ça, mais c'est un super mathématicien extraordinaire. Il y a de tout. C'est extraordinaire. Il y a vraiment énormément de choses à regarder. Donc, si vous voulez être aiguillé, si vous pouvez voir les gens avec qui je suis abonné sur YouTube, je sais pas s'il y a cette fonction-là, allez regarder les gens à qui je suis abonné. Vous allez voir, il y a des perles. C'est extraordinaire. Danny Jones, Joe Rogan évidemment, Joe Rogan l'américain, mais Danny Jones aussi. Danny Jones, très très bien Danny Jones. J'aime bien le ton. Il a l'air, il a une tronche d'américain un peu lambda. Mais le type est très sérieux quand il écoute bien son intervenant. Kurt Jegmangel que j'ai cité, c'est pareil, c'est quali. Alors là, c'est des 1h30, 2h, faut prendre le temps, et évidemment, en regarder tous les jours, ça serait fatigant, mais il n'y a pas 3 jours sans lesquels je tombe sur une de ses vidéos, à lui ou un autre, et je suis absolument sur les rotules. Le nombre de vidéos que j'ai regardées en l'espace de 3-4 mois, c'est aberrant. J'ai jamais autant regardé de vidéos de ma vie. Donc voilà, je vous laisse. Merci. S'il vous plaît, faites ce que vous pouvez pour partager. Voilà. Merci beaucoup. Et à plus.